peux imaginer en fait la tête d'un gars qui commence un business, son premier deal et comment ça part en cacahuète. 2 mois, c'était juste, je pense, hein, c'est les pires mois de ma vie quasiment. Il y en a eu d'autres où j'ai dégusté, mais là, honnêtement, tu vois, j'ai démissionné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai engagé mes propres moyens, etc. J'ai tout fait bien pour assurer, tu vois. En plus, je venais d'être père de famille, donc du coup, tu sais, je faisais ça pour ma fille, donc du coup, je vois, j'avais la niaque, quoi. Et là, là, tu perds tout, quoi. Sam, c'est le troisième enfant d'une fratrie de 5. Le gars du milieu, comme il dit. Et vous allez l'entendre, ça va souvent revenir dans ses propos. D'ailleurs, Sam, ce n'est pas son vrai prénom. Il a demandé à rester anonyme pour raconter son histoire. Une histoire hors du commun. Tout commence fin 2007. Sam a 25 ans, il vient de terminer son école de commerce et il a l'opportunité de partir à l'étranger en VIE. Il n'a encore jamais eu d'expérience hors de France, il veut gonfler son CV et améliorer son anglais, alors c'est décidé, il part à Dubaï. Il travaille 1 an chez Total, puis 3 chez LVMH, mais à chaque fois, la routine de son job finit par l'ennuyer. C'est à ce moment-là qu'un ami lui parle de son projet entrepreneurial. Monter son entreprise, c'est quelque chose qui a toujours tenté le gars du milieu qu'est Sam. Alors le 1er janvier 2012, il donne sa démission et monte cette boîte qu'il va nommer El-Rim. À l'époque, Dubaï, ce n'est pas encore l'Eldorado de nos influenceurs préférés. Pour reprendre les termes de Sam, c'est un chantier à ciel ouvert. Des complexes, des centres commerciaux, des buildings, il y a des constructions absolument partout. Des chantiers qui produisent des tonnes de déchets qui valent parfois beaucoup d'argent. Cuivre, aluminium, acier et même carton se revendent très cher. Le problème, c'est que pour les entreprises en charge de ces chantiers, les déchets, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Mais c'est là qu'intervient Sam. Sa solution, récupérer les déchets de ces chantiers, les revendre à d'autres entreprises intéressées par du cuivre ou de l'aluminium pas cher, et lui, prendre une commission en passage. C'est simple, c'est limpide, et ça peut lui rapporter beaucoup d'argent. Après plusieurs semaines compliquées où il doit faire face à des interlocuteurs souvent peu sérieux, il finit par conclure son premier deal. Ce n'est pas à Dubaï qu'il le trouve, mais aux Philippines. Il se rend une première fois sur place pour visiter les entrepôts où sont stockées les tonnes de cuivre. Il fait des recherches sur le fournisseur, analyse un échantillon du cuivre pour s'assurer de sa qualité, et tout semble parfait. Il trouve un client en Europe justement prêt à acheter des grandes quantités de cuivre. Pour Sam, c'est le plan parfait. Ce deal peut lui permettre de gagner 25 000 $ par mois pendant plusieurs mois. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Mais la suite, il la racontera mieux que moi. Les sociétés qui étaient dans la construction ne géraient pas ça de manière très professionnelle, puisqu'en fait, ça se vendait parfois en dessous de table, des trucs comme ça. Donc du coup, on s'est dit, on va aider ces sociétés-là à faire ça de manière un peu plus propre. En fait, ce qui se passait, c'est que comme les déchets étaient sur les chantiers, par exemple, tu avais des personnes qui venaient sur le chantier, qui donnaient en fait un billet au gardien pour pouvoir accéder au chantier et par la suite, donc du coup, récupérer ce qui traînait, les fins de chantier pour, ça peut être des câbles, ça peut être des cartons, ça peut être plein de choses, de l'acier, ça peut être plein de trucs. Et ils prenaient ça pour pas trop cher au final. Et ensuite, ils les revendaient, eux, à des grossistes ou à des recycleurs, un recycleur, pardon. Et c'était ça, en fait. Donc, du coup, en fait, il y avait pas de... fallait être copain avec le gardien. Par exemple, la tonne de cuivre, à l'époque, je crois qu'elle était à 6 000 euros. L'aluminium, je crois qu'il était à 2 000 ou 2 300. Ça dépendait des cours. Le carton aussi, ça marchait super bien. C'est là où l'histoire devient intéressante. Une fois que c'est validé avec notre fournisseur et notre client,
eh bien, on décide de passer à l'action et donc du coup de faire notre premier deal. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est notre premier deal. Et donc je me rends en fait, je me rends aux Philippines. Donc une fois que le deal est conclu, je me rends aux Philippines pour charger en fait la marchandise dans les containers. Et l'un de mes interlocuteurs sur place s'appelle Shems. Avant de venir, petite parenthèse comme ça, avant d'arriver aux Philippines, donc Shems me contacte et me dit ouais, il faut absolument que tu me préviennes quelques jours avant d'arriver. Je fais bah écoute, je te dirai ça, il n'y a pas de problème. On s'était mis d'accord en fait sur les modalités de paiement, tout était clair. Je fais bah je te dirai, il n'y a pas de souci. Et il commence à être assez insistant sur le fait de le prévenir avant de venir. Bon, je doutais de rien à ce moment-là, je trouvais ça un peu louche, mais bon, je me suis dit, bon, peut-être c'est pour organiser la chose, je peux comprendre. Il me dit, est-ce que tu veux que ta marchandise soit contrôlée par un autre organisme? Alors je fais, bah, c'est génial, s'il y a un autre organisme en plus, il me dit, c'est un organisme international, tu as le choix entre Veritas, SGS, Intertech. On bosse avec eux, je peux t'envoyer les rapports qu'ils font eux d'habitude. Quand ils bossent avec nous et je me suis dit c'est encore un voyant vert qui s'allume. Je suis pas de problème. Moi je prends Intertech. Il m'a dit est-ce que tu veux que je te prépare on bosse avec des transitaires, est-ce que tu as un transitaire particulier ou est-ce que tu veux qu'on bosse ensemble ou que je te trouve un transitaire? Et je fais et là je dis j'ai pas de transitaire en particulier, mais si tu en as un. Alors le transitaire, son boulot c'était juste de faire les papiers. Les papiers pour pouvoir en fait dédouaner une fois arrivé à bon port et faire le transport en fait de l'entrepôt au port. Ensuite c'est le relais de la compagnie maritime, donc Evergreen en l'occurrence, qui devait gérer la partie en fait logistique du transport complet. On est donc mi-mars et je suis en train de charger en Philippines, dans l'un des entrepôts que j'avais déjà visité, la marchandise. Alors, encore une fois, phase de doute, le matériel qui s'y trouvait était chargé dans des grands big bags. Alors, tu vois, c'est là où on met du sable, généralement, etc. Et je me suis dit, bon, on ne sait jamais ce qu'il y a au fond du big bag. Et j'ai demandé au gars, donc au fournisseur, de me vider tous les big bags. Pour être sûr qu'on a le même matériel partout, que ce soit aussi bien au fond du sac qu'en haut du sac. Donc ça a pris toute une journée. J'étais exténué, très très fatigué par cette phase logistique. Il y avait donc aussi le mec d'Intertech qui était là, il y avait Shems, il y avait le fournisseur, il y avait les ouvriers qui bossaient, qui chargeaient ça, et il y avait le container de la compagnie Evergreen en l'occurrence, qui était là aussi, donc tout était bon. C'est-à-dire vraiment ce que j'avais mis en place, ceinture bretelle, tout était bon. Et on charge donc un premier container. Et là, là je demande à sceller moi-même en fait les containers. Donc une fois que tu scelles un container, normalement tu peux pas l'ouvrir sans casser le plomb de scellé. Et quand tu casses le plomb de scellé, ça veut dire qu'il y a eu un vol, il y a eu quelque chose qui n'était pas normal. Donc moi je scelle avec le plomb en fait de la compagnie maritime, donc Evergreen. Je scelle également avec un des plombs de la société qui vérifie, donc Intertech. Il est très tard, je suis très fatigué, mais encore une fois, phase de doute, je dis j'attends le transitaire pour qu'il prenne le camion, pour qu'il prenne la marchandise. Et là en fait, Shams me dit mais écoute, tu viens juste d'atterrir, t'es super fatigué, on a enchaîné direct. C'est toi-même qui as rechargé, c'est toi-même qui as vidé tous les big bags, c'est toi-même qui as scellé le container, tu as mis les 2 plombs, il y a un mec d'Intertech, qu'est-ce que tu veux de plus? Il risque rien. Et je sais pas, à ce moment-là, j'étais pas très rassuré, mais et je suis partagé entre le feeling et la raison. La raison fait que t'as tout fait, Sam, c'est bon,
rentre à l'hôtel, va dormir. Demain, c'est une autre journée, tu as encore la même chose à faire, il faut se reposer. Et le feeling me disait, c'est trop bizarre. Mais il n'y a rien, en fait, de suspect. Mais c'est trop bizarre, il y a un truc. C'est le mec d'Intertech, j'aimais pas sa tête. Je sais pas, je trouvais qu'il faisait... je sais pas, il faisait pas pro. Alors que tu vois, il était en mode Intertech avec le costume Intertech, tout ce que tu veux, Intertech, quoi. J'insiste encore une fois et il me dit non, mais écoute, de toute façon, là, si tu vas attendre longtemps parce qu'il y a des bouchons. Et c'est connu, en fait, aux Philippines, à Manille, le trafic est horrible. Et je me voyais pas, en fait, attendre dans un hangar. Et j'ai dit bon, ok, on rentre. Et donc du coup, j'enchaîne 3 jours comme ça. 3 jours en mode j'arrive, je charge à partir de 15h. Je fais des photos. À chaque fois que je fais des photos, je les envoie à mon client. Je lui dis voilà, tac, je les ai chargés tel jour. Je fais des photos avec le journal du jour. Je fais le truc super pro. C'est-à-dire que je vide tous les big bags, je les charge, je les photographie, je les envoie afin de rassurer mon fournisseur et mon client européen. En fait, dans ce business-là, il fallait le deal était un acompte au chargement, un acompte quand tu as les papiers officiels. Donc en fait, tu as la facture, bill of lading, packaging list, tous ces trucs-là qui sont officiels, qui en fait prouvent réellement, c'est très important ça par contre, hein, qui te prouve réellement ce que tu as dans ton container. Le poids qu'il y a, tout est écrit dedans, tout est checké, double checké, etc. etc., etc. Ça, c'est très très important. Et une fois, si tu veux, donc là, dans la mentalité européenne, c'est pour ça que quand je te parle de procédure européenne, dans la mentalité, tu te dis, une fois que j'ai ces documents-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de risque. Techniquement parlant, tu as scellé le container, tu as chargé toi-même, tu as Intertech et tu as les documents de la compagnie maritime qui te dit il y a vraiment, je jure qu'il y a ça dans le container. Et donc, du coup, ces papiers-là mettent un peu de temps. Et je suis contraint, en fait, de prolonger. Et là, en fait, Shams me vient et me dit écoute, j'aimerais bien que tu me files une partie en cash. Pour des raisons fiscales, il me sort un truc. Bon, tu sais, quand tu restes un certain temps là-bas et que tu connais personne et que tu connais uniquement une seule Shams, tu te lies un peu d'amitié pendant un certain temps. Donc tu baisses un peu ta garde. Et donc du coup, on est là, on discute et il commence à devenir un peu plus insistant sur la partie cash. Il me dit ouais, ça serait bien que tu me files ça en cash. Je lui fais c'était pas ce qui était prévu dans le deal. Le deal c'était je te paye un acompte, ensuite je te paye un truc quand j'ai les documents et je te paye le reste quand je reçois tout le matériel. La grosse partie étant comment on appelle ça, étant lorsque j'ai les documents, puisque les documents officiels font foi. Il dit écoute, non, mais franchement, au moins ça c'est fini. Moi j'ai d'autres deals à faire. J'ai pas envie d'attendre 23 jours pour être payé. Si tu veux, je te fais un discount. Bref, il commençait à me proposer des alternatives pour que je cède sur cette histoire de cash. Je lui dis écoute, pour l'instant, je mets ça un peu en stand-by. Et je lui dis écoute, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est que tu me ramènes mes documents, que je les donne à mon client. Ensuite, mon client me paye. Et après, on verra comment on s'arrange. Moi, pour l'instant, je veux mes documents. Et c'était vraiment quelque chose. Et ça a mis 15 jours pour avoir les documents. Alors que c'était prévu 5. On a dû hoteler un bateau. Je t'avoue que là, je commençais à avoir des doutes. Je stressais, j'étais pas bien. On parle d'une somme de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je commençais quand même à avoir une petite goutte de sueur. Mais je m'efforçais à garder mon sang-froid. Et puis, je reçois ces documents-là, je les envoie donc à mon client. Tout se passe bien. Mon client fait l'autre partie du deal, donc il se dit voilà, donc Sam m'a envoyé les documents, donc je lui verse la suite de ce qu'il me doit. Et moi derrière, il fallait que j'enchaîne en payant le fournisseur philippin.
Sachant qu'il commence à me mettre la pression, il m'a dit non, il m'a dit il est hors de question. Alors le fournisseur philippin, il m'a dit il est hors de question que tu quittes les Philippines sans m'avoir payé. Donc tu vois, il commençait à avoir un jeu de pression, un jeu où tu sais pas trop parce qu'il te dit ouais mais tu sais moi je te connais pas, t'es là ça fait 2 semaines, moi je t'ai envoyé de la marchandise pour plusieurs centaines de milliers de dollars et tu m'as mis uniquement un acompte de 20 000 $. Quand tu te mets à sa place, tu dis c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et donc du coup, mais par contre ce que j'aimais pas c'est qu'ils me mettent un peu en mode tu restes. Et il m'a dit soit tu restes ou soit tu demandes à ton associé de venir et toi tu te casses. Donc c'est soit l'un soit l'autre. C'était un peu une prise d'otage et puis moi je commençais vraiment à être fatigué quoi parce que t'enchaînes quoi, tu cherches à régler à comprendre pourquoi les papiers viennent pas aussi vite, que les papiers viennent, le temps d'arriver de recevoir l'argent, ensuite le virer, etc. C'était un peu compliqué. Donc là je lâche, et donc je lui fais un premier virement. Donc du coup voilà, on se dit pour une première expérience, il y avait pas mal de pression. Moi je commence un peu à être à plat. Je rentre, j'arrive à Dubaï. Et maintenant, on attend. On attend sagement que ça arrive pour pouvoir en fait avoir notre commission. Parce qu'en tant que courtier, ma commission était réception. Et, euh, et c'est là où je devais gagner mon argent. Plusieurs semaines après, tu vois, le container arrive. Et là, je reçois un coup de téléphone de mon client. En panique, il me dit normalement, on est censé recevoir des containers. Et chaque container doit peser 20 000 kilos, pardon, donc une vingtaine de tonnes. Et la balance affiche 6 tonnes, voire 3. Ouais, j'ai dit, ça c'est pas possible, son truc déconne. Et là, le client ouvre le container. Et à la place de trouver la marchandise, donc en l'occurrence un mélange de cuivre, hein, eh bien il trouve en fait des déchets de parpaing, d'humour, des trucs comme ça. Et là, en fait, je m'écroule. Alors, tu vois, le client, il m'appelle directement sur mon portable. Et ils savent pas quoi faire. Et moi non plus. Parce qu'au final, tu comprends pas ce qui s'est passé. Et t'es paniqué. Tu vois, c'est un gros deal. Tu sais pas en fait qui tu dois contacter. On essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les différents acteurs. Parce que bon, lui à la base, le client européen ne connaît pas en fait le client philippin. Il ne connaît pas non plus les transitaires, qui a bossé, qui a fait quoi. La seule personne, c'est Sam qui connaît en direct, qui l'a mis en relation avec une société qui s'appelle Elrim, et qui achetait et revendait en fait tout simplement, qui a acheté et qui a revendu le matériel. Et là, on contacte Shems directement, puisque c'est avec lui qu'on traite. Et là, Shems nous dit mais non, c'est impossible. C'est impossible, c'est toi qui as chargé, c'est nous qui avons chargé sous tes yeux, il y a Intertech, t'as scellé toi-même. C'est impossible. Si ça y a eu un vol, c'est soit à Singapour quand il a transité, ou soit dans le port en Europe. Ça peut pas être chez nous. C'est impossible. Et il me dit, si ça s'est fait aux Philippines, on a la entière responsabilité et notre assurance couvre tous les frais. Alors, tu vois, il me rassure. Maintenant, il va falloir trouver, en gros, faire le Sherlock Holmes et
et essayer de trouver qui a volé, où, quand, comment. Ça fait beaucoup pour un seul homme. D'autant plus, c'est pas mon métier. Et donc, c'est là où j'ai paniqué, j'ai eu des insomnies, j'ai commencé à avoir faire une dépression. Mais malgré ça, je me suis dit non, faut continuer à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Entre-temps, en fait, en Europe, il mandate en fait un expert pour savoir ce qui s'est passé. Il regarde les containers. J'ai le rapport de l'expert. Il me dit en fait ce rapport que les containers ont été trafiqués en amont. C'est-à-dire qu'en gros, il était possible de démonter les portes du container sans casser les plombs. Voilà ce que dit le rapport de l'expert. Donc voilà une première information. Et dans le schéma chronologique, le seul moment où j'ai quitté les containers, c'est lorsque je suis parti à l'hôtel dormir. Je me suis dit, la suite, c'est le transitaire. Donc j'appelle le transitaire. Je dis, ouais, là, machin, c'est Sam et tout. On a échangé par téléphone et par mail par rapport à telle marchandise. J'aimerais savoir si vous avez eu des difficultés lors du transport, si vous avez eu des problèmes au port, s'il y a eu quelque chose, quoi que ce soit, est-ce que le transport s'est bien passé? Et là, la personne me répond. Elle me dit non, on n'a pas fait le transport, on a été contacté par votre fournisseur qui n'était pas nécessaire qu'on fasse le transport. Mais je lui dis, vous m'avez jamais averti. Elle a dit oui, je sais, c'est la personne qui est en charge de votre dossier, c'est un gars qui s'appelle Juan. Voici son numéro de téléphone et son mail. Contactez-le pour avoir plus d'informations. Mais nous, en fait, on n'a pas fait de transport. C'était à la demande du fournisseur qui, lui, nous a dit voilà, on a fini trop tard. On a fini trop tard, en fait, le chargement. Ne vous embêtez pas. On a nos camions. On va le livrer directement au port. J'appelle Shems aussitôt. Je lui dis, Shems, c'est quoi cette histoire? Il me dit, mais non, je ne suis pas au courant, etc. Donc, il gagne du temps. Je ne suis pas au courant de cette histoire, je vais demander. Je me dis, bon, Sam, te prends pas la tête avec le transitaire. C'est un truc en plus qu'il faudra creuser et on avance. Suite du container, quand tu prends le papier, tu fais comme une sache au trésor, il va où? Il va au port. J'appelle le port. Je galère à avoir un gars. Il me dit qu'il faut contacter son boss. J'envoie un mail à son boss. J'échange avec lui au téléphone et je lui dis écoutez, je viens de lire toute la procédure du port des Philippines qui dit que vous devez passer au rayon X tous les containers qui rentrent et les peser. Est-ce que je peux avoir le rapport de pesée et le rapport du scan de ces containers-là? Et je donne les numéros de containers. Il me dit pas de problème. Cool, je suis content. Et il m'envoie le rapport. Bien sûr, entre-temps, pas mal d'échanges avec le client en Europe, des échanges toujours réguliers avec Shems, même si c'était pas très précis, et je cherche absolument à savoir ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, je me dis, on va forcément trouver ce qui s'est passé. Et là, je reçois le rapport du port. Le rapport du port me dit qu'il a pesé les containers et que les containers, au lieu d'être à une vingtaine de tonnes, étaient en fait à 3 tonnes, voire 5 tonnes. C'est la preuve irréfutable que ça s'est passé là-bas. J'étais heureux. Je me dis, voilà, ma responsabilité, elle prouve que ça s'est passé là-bas. C'est pas à moi c'est au fournisseur philippin. Et je dévoile à mon client européen tous les acteurs. Le port, le transitaire, tout. Tu te souviens tout à l'heure, je te disais, les documents officieux, les documents officiels ont mis du temps à venir. Et je dis, c'est bizarre, parce que sur le document officiel, il y a marqué 20 tonnes, quoi. Une vingtaine de tonnes à chaque fois sur les différents containers.
Et je comprends pas. Alors du coup je vais voir directement au siège Evergreen. Et Evergreen me sort en fait le bon, une copie en fait du document officiel et je vois qu'il y a bien marqué 20 tonnes. Donc je me suis pas trompé en fait. Et je me dis comment c'est possible. Et j'ai demandé en fait, j'ai rappelé le gars en fait du port et je lui ai dit écoutez, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un rapport plus officiel avec le tampon du port et tout. Il me dit vous savez Monsieur Sam, il disait comme ça Monsieur Sam, vous savez Monsieur Sam, il est possible qu'il y ait un bakshish qui ait été donné pour que le container passe sans qu'il y ait une alerte, aussi bien du côté fournisseur que du côté client. Et je dis, bah écoutez, faites-moi un rapport officiel, donnez-moi un papier, un tampon, je sais pas quoi, pour que je puisse, moi, faire mes démarches auprès de la police. Et il a dit non. En gros, bah déjà, t'as de la chance d'avoir un mail. Et là, euh, commence un début de silence radio de la part du fournisseur. Je suis un peu seul. Je me dis aussi, tiens, il y a quand même eu Intertech dans l'histoire. C'est quand même une grosse boîte. Bon, je vais les contacter. Et je contacte Intertech. Je leur dis voilà, j'ai des numéros de plomb. Mon client s'est fait voler. J'ai besoin de savoir si vous avez un rapport plus complet. Est-ce que je peux discuter avec l'employé qui était présent de tel jour à tel jour? Et là, je reçois un mail. Intertech, donc le boss d'Intertech, me dit la chose suivante. Les plombs que vous avez sont des plombs qui ont été volés. J'ai dû lire 10 fois le mail. Et il me dit aucune personne de ce nom bosse chez nous. Et nous n'avons jamais travaillé avec ce fournisseur philippin. Et nous n'avons jamais inspecté des chargements de métaux non ferreux aux Philippines. J'ai fait oh putain. Et là je me suis dit non. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que le mec qui était là, je te rappelle, je t'avais dit je le sentais pas. C'était le mec d'Intertech que je sentais pas. Je trouvais qu'il était bizarre. Tu vois, c'était un petit touriste. Je comprenais pas, mais bon, comme il était Intertech, il y avait des plans Intertech, comme bon, ça, t'avais pas de quoi te méfier, quoi. Je me dis tiens, le gars d'Intertech, c'était un fake. C'était un fake Intertech. C'était un acteur. Tout était faux. Tu peux imaginer en fait la tête d'un gars qui commence un business, son premier deal et comment ça part en cacahuète. Et là, tout s'écroule. À ce moment-là, en fait, euh, je revois le film en boucle et je me dis en fait, c'est Shems c'est le fournisseur philippin qui s'est volé lui-même sa marchandise, on dirait. Une fois que j'ai eu la confirmation que Intertech c'était du fake, que le rapport de Manille c'était un vrai, du port, je parle rapport du port, et que tout s'est passé là-bas, j'ai cherché un peu sur Internet après cette société-là, en regardant son nom, son numéro de téléphone, etc. Sachant que tout ça, je l'avais fait avant. Et tu sais, quand je l'ai fait avant, tout était bon. La chambre de commerce des Philippines m'a dit ouais, cette société existe, elle fonctionne, etc. Elle a un registre CABIS, enfin l'équivalent du CABIS. Tu vois, tout était bon. Moi, mon truc, il a démarré avec eux en mars. Et là, j'ai fait une recherche. Après toute cette histoire, je me dis, tiens, j'ai quand même fait une recherche. Je fais, putain, mais t'as peut-être mal fait ton taf, Sam. Et tu sais quoi? Elle apparaît dans une liste de sociétés qui fait de la fraude. Mais elle est apparue en avril 2012, un mois après. Pas de chance. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait toutes mes recherches pour valider le fournisseur, elle était clean et il n'y avait pas d'alerte. Après, quand j'ai fait le chargement, quelques jours après, il y a eu des alertes d'autres de clients de cette société-là qui se sont plaints d'elle et qui ont décrit tout le processus que je vais t'expliquer, toute leur façon de faire. Et il y a eu des escroqueries à plusieurs millions de dollars.
plusieurs millions. Et là, ça s'est encore écroulé. C'est-à-dire qu'en gros, bah ouais, il n'y a plus de doute. Et j'appelle Shams. Et je lui dis, écoute, c'est quoi cette histoire? Shams répond de moins en moins, etc. Et je lui dis, je veux le numéro de ton boss. Il donne rien. Il m'envoie un mail rempli de culpabilité où il avoue à demi-mot en fait ce qui s'est passé et il dit surtout qu'en gros, que je n'ai rien à voir dans l'histoire. Moi, Sam. Moi, je m'en fous un peu de ce mail, mais moi, je voulais avoir le numéro de son boss. Et depuis, plus rien. Il a disparu. Et là, c'est là où comme je te disais, je rembobine en fait tout le film. Et voilà ce qui s'est passé. Ces mecs-là, comment ils procèdent? Donc, une fois que le deal est quasiment est finalisé avec l'un de leurs clients, ils te proposent en fait différents services. Ils te disent quelle est ta compagnie maritime, quel est ton transitaire. Je te propose un transitaire, je te propose une boîte qui va vérifier, etc. Comme ça, toi, tu es rassuré. Surtout, il te dit au début, tu viens sur place, tu vois mon matériel. Donc toi, tu viens, tu vois 3 entrepôts, 4 entrepôts parfois. Et toi, une fois que tu as dit OK, donc lui, il prend ton container en avance. C'est pour ça que Shams m'a demandé quand est-ce que je viens, pour qu'il prépare mon container. Il le prépare, il le démonte. Il le prépare pour être démonté sans casser les plombs de scellé. Il te mandate, il te ramène un faux agent qu'il paye. Soit c'est un faux, j'en ai aucune idée, ou soit c'est un vrai, mais qu'il a dû payer son bakshish. D'ailleurs, quand moi j'ai appris qu'il y avait une histoire de bakshish, j'ai commencé à regarder en fait le score des Philippines dans le bakshish. Bon, ils sont mieux classés que dans le foot. Donc tu vois, je me suis dit, bon, j'ai plus vraiment trop de doutes. Et là, je me dis, alors après ce truc-là, toi, tu te pointes. Tu charges toi-même, ou avec eux, ou tu leur demandes de charger sous tes yeux. Avec un pseudo Intertech ou un vrai Intertech corrompu. Une fois le chargement effectué, toi, tu pars à l'hôtel, ils annulent ton transitaire. Ils déchargent, et donc ils démontent en fait ton container, ils le vident, rempli de parpaing. Donc ça veut dire que le vol, ils se volent eux-mêmes leurs marchandises dans leur entrepôt. Et une fois qu'ils ont effectué cette manœuvre, ils referment ton container comme si de rien n'était. Ils vont ensuite au port. Et donc dans le rapport du port aussi, j'ai demandé quand est-ce qu'ils ont été livrés. Ils sont livrés 8 à 9 heures après mon chargement. Ce qui leur donne le temps en fait de ramener une sorte d'équipe de nuit pour démonter pour faire ce qu'ils ont à faire. Et donc du coup le container est livré au port. Alors alerte, non, bakshish, $50, plus ou moins 100, j'en ai aucune idée, peu importe. Ensuite, re-alerte ou re-problème avec la compagnie maritime, Evergreen ou une autre. Hein. Mais là-dessus, il lui donne un bakshish. Et voilà. Et donc du coup, le container est parti, tous les documents sont aux normes, tout est prêt, tout est parfait. Et la société disparaît au fur et à mesure, le temps de faire d'autres coups comme ça. Et dans mes recherches, il apparaît donc un article de journal où ce réseau, en fait, était un réseau de blanchiment d'argent international. Donc malgré moi, je me suis retrouvé dans une affaire aussi sordide que du blanchiment international. Et ces gens-là se sont fait arrêter, en tout cas à Manille. Mais l'affaire continue quant à elle en Europe. Moi, en toute transparence, j'ai averti directement le client européen. Je leur ai dit tout. Je leur ai dit voilà comment ça s'est passé. Je leur balance tout. Par téléphone, on est aux alentours du mois de juin, un truc comme ça, je crois. Ça faisait 2 mois. 2 mois où 2 mois c'était juste je pense c'est les pires mois de ma vie quasiment. Il y en a eu d'autres où j'ai dégusté, mais là honnêtement c'est tu vois, j'ai démissionné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai engagé mes propres moyens, etc. J'ai tout fait bien pour assurer, tu vois. En plus, je venais d'être père de famille, donc du coup, tu sais, je faisais ça pour
pour ma fille. Donc du coup, je vois, j'avais la niaque, quoi. Et là, tu perds tout, quoi. C'est-à-dire tous les efforts que tu as fait, tu t'es mis à risque. Parce qu'en plus, à Dubaï, il n'y a pas de chômage. Tu sais, t'es là, je vivais sur mes économies. Et j'aurais dû peut-être mettre mes économies dans une maison au final. C'était moins risqué. Hein. mais non, comme je te disais, les gars du milieu, ils aiment les risques, ils aiment faire les choses en grand. Et puis là, je suis effondré en fait. Là, à ce moment-là, je suis anéanti. Je sombre dans une terrible déprime. Hein. Parce qu'en fait, je sais plus quoi faire. Alors, je lâche pas l'affaire non plus. Je dépose plainte. Ayant découvert en fait cette histoire-là, je décale en fait, j'annule mon départ aux Philippines parce que là j'ai peur pour ma vie. Je dépose une plainte auprès de l'ambassade des Philippines pour escroquerie et je dépose également une plainte auprès d'Interpol. Et je déprime, je suis au fond, je sais plus quoi faire. Je me mets en mode doute. Je me dis, mais pourquoi tu t'es barré de LVMH, t'étais bien, pourquoi tu cherches la merde comme ça, pourquoi je me suis pas dit pourquoi ça arrive à moi, mais je me suis dit mais pourquoi je me prends trop la tête et que je cherche à... Alors il y a l'histoire là, quand j'en ai parlé à un de mes frangins, il m'a dit t'as un aimant à merde, il m'a ressorti ça comme expression. Ouais, je l'ai mal pris et j'ai mis un peu de temps en fait pour l'encaisser, cette histoire d'aimant à merde. Maintenant ça me fait bien rire maintenant. Écoute, entre-temps, je suis revenu en fait en Europe. J'ai repris un boulot. Parce qu'il faut bien remplir le frigo, surtout quand t'as une famille. J'ai essayé de tourner la page. Et je me suis lancé dans d'autres projets. C'est pas parce que tu rates une fois un projet entrepreneurial que quand tu rates un projet où tu entreprends que tu dois baisser les bras. Donc là, on remet ça à nouveau en apprenant de ses erreurs. On ne se fait pas avoir deux fois. Et puis on fait ça de manière... on refait en fait, tu redémarres, mais avec beaucoup plus de maturité, moins de folie,